Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 du Devoir des Anneaux, le rendez-vous olympique quotidien du Devoir pour accompagner votre sandwich. Valérie Duhem ici en compagnie de Carl Rittino-Parazelli. Bonjour. Salut tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la visite du chroniqueur Jean Dion, on revient sur l'étrange épreuve de luge et on se prépare à la reprise des épreuves de ski de fond. Le Canada a ajouté 3 médailles à sa récolte. Une de bronze hier soir, en patinage de couple, Megan Duhamel et Eric Radford, qui ont d'ailleurs réussi un quadruple saut lancé. C'est une première, ça, dans une compétition olympique. Ils ont touché le bronze, donc l'or est allé à l'Allemagne. Le Canada a aussi décroché l'or en patinage de vitesse longue piste grâce à Ted Jan Bloeman, ce Néerlandais installé au Canada, qui a remporté l'épreuve du 10 000 mètres, réalisant du même coup un record olympique, pourquoi pas. Mais l'épreuve qui, selon nous, Carl, je crois que tu es d'accord avec moi, qui mérite vraiment d'être regardée en reprise, c'est c'est la médaille d'argent en luge au relais par équipe, la médaille du Canada. Non seulement le Canada a remporté ici une deuxième médaille des Jeux, mais sa deuxième médaille aux Jeux olympiques en luge de son histoire. Mais en plus, le relais par équipe, c'est tout un spectacle à regarder. Ouais, si vous n'aimez pas la luge ou si vous savez pas trop ce que c'est, commencez par la luge, le relais à la luge, et ensuite faites les distances individuelles. C'est assez intéressant. Ben oui, parce qu'en plus, c'est un 4 en 1. Hein. D'abord, il y a une descente féminine. Lorsque la lugeuse arrive au bas de la piste, elle frappe sur une espèce de cible. Ouais. C'est le signal du départ pour la descente de son coéquipier masculin en solo. Même manège. Et ensuite, c'est la descente en luge double. Ça nous a surpris, hein, Carl, la luge double. On s'attendait pas à ça. Oui, je pense que c'est très à la mode ces jours-ci. On parle de luge double. Je pense que bien des gens ne savaient pas trop que ça existait, ce sport-là, cette discipline-là. Et de voir deux gros bonhommes sur une petite luge filer à près de 100 km/h ou presque, oui. C'est quelque chose d'assez spécial à voir. Les Jeux olympiques, c'est tous les sports pour tous, disait Pierre de Coubertin, le papa des JO. Mais Jean Dion, chroniqueur, observateur de l'âme humaine, les Jeux olympiques, ça te donne un coup de vieux, toi, cette année? Ben, ça donne un coup de vieux, pas juste cette année, ça en donne un à toutes les fois, à chaque jeu, à chaque Olympiade, à tous les 4 ans. C'est sûr qu'évidemment, nous, on avance en âge, mais les Jeux restent toujours jeune. Éternellement jeune. Éternellement jeune. Et ce qui m'a un peu frappé cette fois-ci, c'est que le surf des neiges est là depuis quand même plus d'une douzaine d'années. C'est pas une nouveauté. Mais j'ai comme l'impression que plus ça va, plus les participants sont jeunes. Vous avez certainement vu Chloé Kim, la formidable jeune américaine qui fait des choses absolument dans une catégorie complètement phénoménale. à part. Elle est complètement à part. Vous savez, elle a eu une note de plus de 98. C'est à peu près impensable. Elle avait à la fin elle est concurrente à la demi-lune, et elle avait à la fin, elle était assurée de la médaille d'or. Alors, elle faisait une prestation pour le public. Pour le spectacle, pour le public. Je lis que la meilleure actuellement au monde, c'est une jeune japonaise qui est âgée de 13 ans. Et là, tu te dis, wow. Là, à un moment donné, on prend un coup de vieux. Même Chloé Kim, hein, elle aurait pu faire les Jeux olympiques à Sochi et elle avait 13 ans. C'est incroyable. Oui, elle a commencé, elle avait 6-7 ans. Son père a vu en elle un talent rare. Vous allez me dire, il y a beaucoup trop de parents qui voient dans leurs enfants un talent rare et qui l'exploitent pas de la bonne façon. Mais en même temps, c'est admirable de voir ça. Et je vous disais avant qu'on amorce le podcast que je trouve encore que des Jeux olympiques à la télévision sans Richard Garneau, c'est pas pareil. Moi, ça a été un modèle pour moi. C'était un homme d'une extrême grande classe. Et là, je ne l'entends plus. J'aimais l'entendre avec Alain Goldberg, par exemple. Alain Goldberg, qui demeure Alain Goldberg, merveilleux au patinage artistique. C'est la moitié du spectacle. Ben, c'est ça. On l'écouterait peut-être pas si non, c'était c'est pas ça. Tu écoutes, tu regardes le passage artistique pour entendre les commentaires de M. Goldberg. C'est vraiment avec son style bien à lui. Et Richard Garneau disait, je l'ai rencontré à quelques reprises dans ma vie, j'ai eu cette chance-là, et il disait
qu'il avait lui-même appris de René Lecavalier. Là, on remonte encore plus en arrière, qui dit dans le sport, ne perds jamais ta capacité de t'émerveiller. Et ça m'est resté. Je suis pas du genre qui s'émerveille facilement, vous vous en doutez peut-être, mais il y a quand même, et là je regarde les athlètes aller, et en plus, on a des images. Je l'avais noté avec Carl lorsque nous avions fait ensemble les Jeux olympiques à Sochi en 2014, comment les images sont de plus en plus nettes, découpées, précises. On voit le moindre flocon de neige qui... Et tu as vu les reprises vidéo en patinage artistique cette année, c'est la nouveauté. Ils Ouais, découpent avec le la mouvement, ça, séquence, c'est absolument avec la séquence. fascinant. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. En plus, les images sont de plus en plus précises et nettes et spectaculaires. Et la technique des athlètes. Regardez un skieur alpin, regardez un lugeur, un patineur artistique. Dans les années 60, il ne fait pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors, on a atteint vraiment un niveau... Inégalé. Ouais, pour l'instant. Ouais, un niveau inégalé pour l'instant, comme tu dis, Ouais, dans 20 ans. jusqu'à Dans la 20 prochaine ans, fois. on s'en reparlera. Mais en même temps, je m'émerveille de les voir faire. C'est vraiment, vraiment... c'est vraiment quelque chose à voir. Par-delà toutes les histoires de drapeaux, de chauvinisme, De dopage. de politique, de dopage. Merci beaucoup, Jean. On se retrouve un peu plus tard pendant les Jeux. La personnalité du jour du Devoir des Anneaux, celle que l'on considère incontournable aujourd'hui, ce sont les skis d'Alex Harvey et toute l'équipe qui se cache se cacher derrière des skis en même temps. C'est difficile. C'est difficile, oui. Surtout quand il y a toute une équipe. En tout cas, on y reviendra. Le fondeur a terminé au 8e rang du skiathlon. Ça, c'est 30 km d'un mélange de style classique et libre. Et il a bataillé pour une médaille pendant toute la course et il n'a pas réussi à passer l'étape des qualifications au sprint. C'est OK, c'est pas son épreuve. Donc cette fois-ci, Alex Harvey a admis qu'il avait juste pas l'énergie pour le sprint. Après une performance décevante à Sochi, toutefois, il y a 4 ans, il avait blâmé ses skis et le fartage, donc la condition de ses skis et la météo. Pour expliquer ses mauvaises performances, beaucoup de gens y avaient vu de l'arrogance, avaient pensé qu'il ne prenait pas la responsabilité pour sa performance et qu'il la mettait sur le dos de son équipe. Plusieurs personnes voyaient là un désaveu public de son équipe. Peut-être. Mais l'état des skis, c'est vraiment le nerf de la guerre en ski de fond. Ils doivent adhérer suffisamment pour permettre aux skieurs de se propulser, d'assurer les montées, mais aussi ils doivent glisser pour les descentes et pour les pousser. Ouais, n'importe qui a essayé ça, des skis mal fartés, sait à quel point ça peut être un enfer. Ben oui, vraiment, c'est de la chimie, là. On se trompe pas. Dans les grandes équipes norvégiennes, par exemple, il y a des équipes entières qui étudient et font des tests sur les skis, qui les essaient, qui ajustent le fartage. Et ça, c'est des ressources auxquelles l'équipe canadienne n'avait pas accès à Sochi. Depuis, l'équipe canadienne a raffiné son équipe. Alex Harvey a un testeur, c'est-à-dire un skieur qui a le même poids que lui et qui connaît bien son style et avec qui il peut essayer des skis, essayer des fartages. Et ce testeur-là va essayer les skis et les ajuster jusqu'à la toute dernière seconde pendant qu'Alex Harvey, lui, se prépare. Alors, la personnalité du jour, les skis d'Alex Harvey ont beaucoup plus d'amour pour ces Jeux-ci à Pyeongchang. On va voir ce que ça donne. Et Carl, ils ont du pain sur la planche aujourd'hui. Oui, tout le monde a du pain sur la planche. Les farteurs, Alex Harvey. Faut dire d'ailleurs sur le fartage que là, à Pyeongchang, c'est beaucoup plus simple qu'à Sochi. Il paraît que farter des skis quand il fait 0 degré Celsius ou presque, c'est pas mal l'enfer. Alors que là, à Pyeongchang, on se plaint parfois même de la température plus basse. Bref, ski de fond... donc pas ce soir, mais bien pendant la nuit, parce que c'est pas mal tout le temps comme ça avec le ski de fond à Pyeongchang. Ça se déroule pas mal pendant qu'on dort, mais tout de même, si vous voulez suivre ça, c'est intéressant. Donc, la nuit prochaine, c'est le 15 km libre chez les hommes. Tu le disais, Harvey n'a pas eu les performances qu'il voulait avoir lors des dernières épreuves, donc le skiathlon et ensuite le sprint style classique, pardon. Et il faut dire que le 15 km libre, c'est une distance sur laquelle Harvey est assez à l'aise. Il a remporté un podium cette saison en Coupe du Monde. Ça se passait à Seefeld, en Autriche. Donc, on dit qu'il manquait d'énergie à sa deuxième épreuve cette semaine. On va voir s'il est de retour en grande forme pour cette nouvelle épreuve cette nuit.
En ski alpin également, la météo a été la grande vedette des derniers jours, mais là, ça semble s'être calmé. On a pu enfin voir du bon ski alpin hier. Il était temps, hein, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on reportait les épreuves. Ouais. Donc là, ce soir, on assistera au Super G chez les hommes et au slalom chez les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les gagnants des courses d'hier, en ski alpin toujours, sont pas mal les favoris pour ce soir. Donc si vous aimez les histoires de grande domination à la Michael Phelps, vous pourrez peut-être être servi. Donc hier, pour la petite histoire, c'est le Norvégien Axel Lund de Svindal qui a gagné la descente chez les hommes. Un habitué des podiums. Un habitué. L'Américaine Michaela Schifrin a résisté, ou plutôt a su gérer la pression qu'il y avait sur elle et a gagné le slalom géant. Et on l'attend sur les podiums pendant presque tout le restant des épreuves. C'est ça, donc elle participe en tout à 5 épreuves. Ce soir, ce sera la deuxième de ces 5 épreuves et elle vise des médailles d'or partout. Donc on verra si elle atteint son objectif. Donc comme je le disais, si vous voulez voir des grands de leur sport à l'œuvre, c'est ce soir donc pour le slalom féminin à partir de 20h et le Super G masculin à 21h. Il y a aussi du patinage artistique, ça va assez bien. On a vécu de belles émotions, disons ça comme ça, depuis le début de la semaine. D'abord, là je parle du Canada, évidemment, l'épreuve par équipe qui a été remportée par l'équipe canadienne. Ensuite, hier, le patinage en couple, ça s'est bien déroulé pour la paire canadienne Megan Duhamel, Eric Radford. Mais aussi, il faut le dire, 2 autres paires canadiennes qui ont fait quoi, un top 10 et un peu moins. Oui, en fait, au top 10, là, c'est le couple formé de Charlie Bilodeau, Juliane Séguin qui ont terminé au 10e rang. Et eux, ils sont tout jeunes. C'est leur premiers Jeux olympiques. Ils ont fait une excellente performance et on s'attend d'eux qu'ils soient l'avenir, en fait, du patinage artistique au Canada. Ce sont les dignes successeurs de Megan Duhamel et Eric Radford. Ça va être à suivre dans les prochaines années. Mais 10e pour des premiers Jeux olympiques, c'est déjà une excellente performance. Ouais. Donc là, c'est ça. On met de côté cette épreuve en couple qui est terminée, mais on regarde ce soir Patrick Chan, notre Canadien 3 fois champion du monde, médaillé d'argent à Sochi à l'épreuve simple. On sait que Pyeongchang, pour Patrick Chan, ce sera ses derniers jeux, donc il voudra sans doute accrocher ses patins avec une médaille d'or autour du cou. On sait qu'il a été assez émotif après sa victoire à l'épreuve par équipe. Il disait « je le réalise pas encore ». On voyait que ça l'a beaucoup ému, tout ça. Donc, il voudra sans doute se servir de cette belle réussite pour se motiver pour la suite. Ben oui, et pendant l'épreuve par équipe, il a terminé au sommet du classement chez les hommes aussi. Là. C'est sûr que c'est pas une épreuve qui compte pour l'épreuve des hommes, mais quand même, il s'est hissé au premier rang. Oui, ça peut donner un peu de confiance pour la suite. Donc, le programme court, c'est ce soir à 20h, et si tout se passe bien, Patrick Chan sera qualifié pour le programme libre qui aura lieu, en fait, demain soir à la même heure. Et j'ai une dernière suggestion pour vous. Demain matin, 6h, du patinage de vitesse longue piste. C'est le 5000 mètres chez les femmes. On surveille la Canadienne Ivanie Blondin qui va vouloir racheter sa 6e place arrachée aux 3000 mètres plus tôt cette semaine. Il faut dire qu'elle est médaillée de bronze sur cette distance, donc sur le 5000 mètres, lors des derniers championnats du monde. Donc, ça sera intéressant à suivre également. On va suivre ça certainement. Merci, Carl. Voilà, c'est tout pour Le Devoir des Anneaux, 5e épisode. En attendant de vous régaler de l'épreuve de Skeleton qui commence ce soir, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la BBC qui propose un reportage sur l'unique représentant du Ghana pendant ces Jeux olympiques. Il s'appelle Akwasi Frimpong. Il a grandi aux Pays-Bas. Il va compétitionner en skeleton pour la première fois de sa carrière. Il a 32 ans. Lui, c'est un parcours vraiment intéressant. En fait, il se destinait pour une carrière en athlétisme, mais sa progression était stoppée parce que comme avec sa famille, il a immigré aux Pays-Bas de façon illégale, il ne pouvait pas quitter le pays pour prendre part à des grandes rencontres. Donc, ça a stoppé sa progression en athlétisme. Il s'est tourné ensuite vers le bobsleigh, finalement vers le skeleton. Et là, il est aux Jeux olympiques et c'est un compétiteur crédible. C'est pas un compétiteur qui est là seulement parce qu'il représente le Ghana. Il est de niveau, disons-le comme ça. Pas comme le monsieur des îles Tonga là, qui participe à l'épreuve de ski de fond, qui disait hier, moi j'espère simplement finir la course avant que les lumières se ferment. Exactement, on n'en est pas là. Merci beaucoup Carl Retino Parazelli, merci Jean Dion, merci Guillaume Levasseur au son et à demain.